IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes et à tous. Nous allons parler d'OVNI ce soir, les oubliés de la science, avec Robert Roussel, qui est journaliste, caméraman aéronautique, spécialiste des dossiers militaires. Il a couvert les principaux conflits des 40 dernières années. Dans un premier livre paru en 78, il a publié le dossier confidentiel détenu par l'armée de l'air. En 94, dans un second ouvrage, il a décrit les investigations de la commission d'enquête du CNES. Avec ce troisième ouvrage, OVNI, les oubliés de la science, il fait le constat d'une question laissée à la dérive par la science et les organismes d'État, et avec quelles conséquences pour l'humanité. Il est en direct avec nous dans les studios. Nous l'accueillons, auditeur-auditrice Robert Roussel. Bonsoir. 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 Alors, est-ce que je vous entends bien, Lizzie ? Bonsoir. Voilà. D'accord. Donc, OVNI, les oubliés de la science, c'est un livre d'abord que moi je conseille à tous ceux qui n'y connaissent rien, parce qu'on va apprendre énormément de choses sur plein de phénomènes qui se sont passés. C'est plutôt un livre qui va montrer d'un côté ceux qui y croient, ceux qui n'y croient pas, ou tout du moins comment c'est accueilli par les scientifiques. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire une synthèse du travail des gens du CNES, de la cellule du CNES, le GEPAN, qui étudie depuis 1977, cela fera 40 ans cette année, c'est l'anniversaire de la création du GEPAN. Le GEPAN, c'est une cellule qui n'existe pas dans les autres États. C'est une cellule de réflexion et d'étude du CNES qui est unique au monde. Et j'ai rassemblé l'ensemble de ces gens justement pour essayer de faire un peu la synthèse du travail des gens du CNES sur le phénomène OVNI, avec la constatation que ils assemblent une série d'informations très intéressantes, mais qui ne sont pas exploitées, hélas, par les scientifiques, les laboratoires. Il n'y a pas de budget qui se développe autour des témoignages qui ont été rassemblés à la fois par les gendarmes et sélectionnés par le CNES, par le GEPAN. Alors, vous rappelez qu'on est le seul pays au monde qui finalement a une cellule qui s'occupe de cela. Enfin, le seul pays au monde où on a une cellule qui est vraiment là, parce qu'il y a peut-être des cellules cachées, c'est exactement ce que cherchent des ufologues spécialisés dans les théories du complot, comme j'appelle, qui tentent de savoir si les militaires n'ont pas des petites analystes à leur compte pour essayer d'en savoir plus, si les gendarmes ne réservent pas des dossiers spécialement aux services secrets, si l'armée de l'air ne fait pas son petit travail personnel pour essayer d'aller plus loin. D'après mes investigations, d'après ce que j'ai vécu, d'après mes recherches, je ne pense pas. C'est le CNES qui rassemble ces informations. Après, il existe, si vous voulez, ça nécessiterait de l'argent, du personnel, qui demanderait du temps et beaucoup de moyens. Et je ne pense pas, ça fait 40 ans que je côtoie les gens, les pilotes, les chercheurs. À part le rassemblement des témoignages par les gens du CNES, il n'y a pas parallèlement une étude faite en douce, comme on dit, par des services secrets ou par un organisme d'État qui ne l'a pas déclaré. Alors, vous dites que 2017, c'est une année importante pour 3 raisons. Voilà, il y a 3 anniversaires en 2017. Il y a donc la création du GEPAN en 1977, qui fait ses 40 ans, qui fera ses 40 ans en 2017. Il y a les 70e anniversaire de l'histoire des OVNI. Elle a débuté le 24 juin 1947 et c'est à ce moment-là que les États-Unis ont officialisé des visites au-dessus de leur territoire. Et il y a un pilote du nom de Kenneth Arnold qui a fait une observation au-dessus du mont Rainier de 9 structures bizarres qui ressemblaient à des soucoupes, comme il les appelait, et qui semblaient, si vous voulez, voler
comme des soucoupes qui ricochaient sur l'eau. Et c'est ainsi qu'est né le terme flying saucer, qui allait devenir soucoupe volante en français, et qui a eu un succès qui n'a jamais démenti, et qui est devenu après UFO, pour Unidentified Flying Object, OVNI pour objet volant non identifié, et ce sont les termes qui actuellement, si vous voulez, centralisent un peu tout ce qu'on sait sur le phénomène, enfin qu'on rassemble sur le phénomène. Oui, donc 1947, et Roswell, c'est quelle année? Alors, c'est la même année, c'est quelques semaines plus tard, c'est le 8 juillet, et c'était tellement concordant que, si vous voulez, certains ont dit, Roswell, ouais, peut-être. Finalement, c'est cohérent, puisque le 24 juin 1947, on voit les premiers ovnis, on voit les premières soucoupes. Le 8 juillet, il y a un crash de soucoupe. Bon, depuis, on a a priori trouvé une explication à Roswell. Il ne s'agit pas de crash de soucoupe, mais de ballons moguls, qui étaient des ballons qui étaient lâchés dans l'atmosphère pour essayer de capter les éclairs provoqués par les bombes atomiques soviétiques qui commençaient à faire leurs essais. Donc, si vous voulez, on pense que les autorités américaines ont trouvé facile de dissimuler les ballons moguls à travers une histoire d'OVNI. C'est un petit peu, il y a un mélange. Alors, est-ce que ils cachent quelque chose où on aurait effectivement des extraterrestres qui seraient crachés avec une soucoupe volante, ou est-ce que cette chose dissimulerait en vérité l'existence des ballons moguls qui permettaient aux Américains d'en savoir un peu plus sur les essais atomiques soviétiques. Alors, 2 Américains sur 3 croient que le Pentagone cache la vérité sur les soucoupes volantes. On va peut-être pas commenter, il y a eu tellement de canulars. Ce canular en Belgique, et puis aussi chez nous, là, pas très loin, à Cergy, en 79, avec la fameuse affaire Franck Fontaine, que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots. Comment y croire? Parce que finalement, il y a plein de canulars. Alors, il y a des canulars, mais il n'y en a pas autant que ça, si vous voulez. Il y a surtout beaucoup d'observations qui sont absolument incompréhensibles. Le canular de Cergy-Pontoise a provoqué une médiatisation très forte. C'est ce qui fait que cette médiatisation tellement forte, il y a un jeune homme qui s'appelle Franck Fontaine, qui un matin disparaît dans sa voiture. Il monte dans sa voiture. Ses 2 camarades racontent que la voiture est entourée par une lumière. Une sorte d'éclair s'est produit, et une fois qu'ils se sont approchés de la voiture, il n'y avait plus Franck Fontaine. Franck Fontaine a disparu pendant 8 jours. Les gendarmes ont enquêté, les médias étaient sur les dents, on avait des commentaires tous les jours. 8 jours plus tard, Franck Fontaine réapparaît dans un champ, complètement hébété, avec la même somme d'argent, avec une barbe de 8 jours, et qui raconte avoir été enlevé, mais de ne plus se souvenir du tout de ce qui lui était arrivé. Voilà, c'est ça l'affaire de Franck Fontaine, l'affaire de Cergy-Pontoise. Et bien entendu, on a bien entendu... Il n'y a pas que ça. Et après, il dit qu'il a reçu des messages comme quoi il fallait venir. Il y a je sais pas combien de personnes qui se sont déplacées. Exact. Il y a eu ses 2 petits camarades ont provoqué une réunion, une sorte de colloque autour de sa présence, en disant que les extraterrestres allaient les revenir, etc. Il y a eu plein de gens, mais après cet éclat un petit peu médiatique, tout était retombé dans l'eau, et on a découvert que Franck Fontaine avait monté avec ses camarades un canular, et qu'il n'y avait pas plus d'enlèvement que d'extraterrestres à Cergy-Pontoise venus chercher des humains. Et cette histoire a beaucoup fait de tort à la recherche. Les gens du CNES ont interviewé Franck Fontaine, ont fait des analyses de sang pour déterminer, quand vous partez dans l'espace, vous avez ça s'appelle le taux de cortisol, qui varie en fonction de l'émotion et des stress acquis du fait de la pesanteur. Les cosmonautes connaissent bien ça, et le taux de cortisol de Franck Fontaine avait un petit peu bougé, effectivement, mais en réalité, c'était dû certainement au stress, qui pendant 8 jours, quand il est revenu, après il a été pris en main par les gendarmes, il a été pris en main par les scientifiques. On peut imaginer que le taux de cortisol et par la presse. Et la presse avait démarré comme une folle sur cette affaire. Et depuis,
Depuis l'affaire Franck Fontaine, la presse se méfie énormément des histoires de soucoupes volantes et pratiquement s'est retirée de l'information autour de ce thème. C'est Internet qui fait le relais actuellement autour des histoires d'ovnis, de soucoupes volantes, d'enlèvements, etc. Alors, il y avait aussi ce fameux Marius Deville, garde-barrière des années 50, qui dit avoir découvert les occupants d'un ovni posé sur les voies ferrées d'un passage nouveau dont il avait la responsabilité. Et puis, cette fameuse photo dont on ne sait plus, cette photo-là de Rochin, le petit Rochin, les ovnis belges. Oui. Ah oui. Est-ce que vous pouvez en dire un mot? Parce que ça, on n'a toujours pas élucidé ce que c'était. Ah si. Le petit Rochin, il y a maintenant 4-5 ans, l'auteur de la photo a dit que c'était un canular. Et il a raconté comment avec sa petite amie, ils ont fabriqué une sorte de maquette qu'ils ont photographiée par le dessous et qui a donné lieu à des analyses où les experts de la NASA, les experts français, se sont fait avoir. Et c'est ça le dramatique de ces événements, c'est que les gens les plus compétents étaient incapables de définir s'il s'agissait d'un vrai ou d'un faux. Et ils avaient même déclaré que le document était authentique. C'est vrai, la photo était vraie, il n'y avait pas eu de retouche, mais c'était l'objet qui n'était pas vrai. C'était une maquette. Vous photographiez une maquette, vous ne la retouchez pas. Si la maquette tient la route, correspond aux descriptions données par les témoins, vous avez une grande chance de tomber juste. Et c'est ce qui s'était produit avec le petit Rochin. Et cette découverte, ça appartenait à l'histoire des ovnis belges qui ont provoqué de très grands émois dans les populations. La chasse belge est intervenue. Il y a des officiers qui racontaient comment les pilotes de chasse voyaient sur leurs écrans les échos. Il s'est passé un événement absolument incompréhensible au-dessus de la Belgique. Mais la photo du petit Rochin a beaucoup porté tort à cette histoire. Ça n'empêche que les ovnis belges restent une énigme. Alors, ça portait tellement, les scientifiques ont tellement pas voulu reconnaître que c'était un canular qu'ils lui ont demandé de refaire l'expérience qu'il n'a pas pu faire. C'est ça. Le scientifique était tellement impressionné par la qualité du document qu'il ne voulait pas croire l'auteur de la photo qui racontait que c'était un faux. Il a été, c'est le professeur Nessens qui était qui était coincé qu'il se soit fait avoir, et il essayait de convaincre l'auteur de la photo que sa photo n'était pas un faux, alors que lui était justement en train de décrire et de raconter comment c'était un faux. Alors vous voyez, dans les histoires d'ovnis, c'est ça le problème, c'est qu'on tombe dans des travers extraordinaires et que même les experts, les mieux fournis, les mieux équipés sont susceptibles aussi de commettre des erreurs et d'avoir des analyses qui ne sont pas très futées. Robert Roussel, vous avez pris l'avion, vous avez été caméraman, vous avez fait des films en hauteur, ou tout du moins vous êtes monté avec des pilotes, vous êtes monté dans le ciel assez haut, dans des avions rapides. Vous avez jamais vu d'ovni? C'est la chance que j'ai eue à travers mon métier de journaliste caméraman de voler avec les plus brillants pilotes de chasse de la France. Je suis monté dans leur Jaguar, leur Mirage, les avions fabuleux. J'étais en place arrière. Et j'étais pas là pour m'amuser, j'étais là pour faire des reportages sur le métier, le métier de pilote de chasse. Et je n'ai jamais vu, moi, à bord d'un avion de chasse, un ovni. Je n'ai jamais été avec, si vous voulez, des gens qui m'ont raconté directement avoir vu un ovni. Mais ces pilotes m'ont permis de connaître d'autres pilotes qui, eux, ont vu des choses très très bizarres. Et qui peuvent pas le dire. Parce que si, ils l'ont dit. Ils le disent, mais ils sont pas tellement pris au sérieux. Eh bien si, attendez, un pilote de chasse qui raconte qu'il a vu une bizarre chose volante, s'il n'est pas pris au sérieux, c'est très grave, parce que cette chose volante peut être un appareil secret envoyé par une autre nation pour espionner notre pays ou peut-être lui faire du mal. Donc si vous voulez, moi je pense que les pilotes de chasse sont très très pris au sérieux. Mais les 3/4 des pilotes de chasse ont du mal à raconter leurs histoires. Pourquoi ? Parce que ça sort tellement de l'ordinaire, ça sort tellement des appareils, et ça sort tellement des clichés qu'ils possèdent sur les machines volantes qui entourent et qui existent autour de la planète,
qu'au bout d'un moment, ils s'interrogent sur ce qu'ils ont vu. Mais dans mon livre, je raconte l'histoire du capitaine Fartek, qui est un formateur de première ligne, qui a formé les pilotes de chasse, qui a formé des spationautes, et qui raconte comment, un matin, son épouse l'appelle en ouvrant la fenêtre au moment du petit déjeuner, et elle lui dit, viens voir, il y a quelque chose de bizarre. Et ce pilote de chasse va voir un ovni, mais avec une description étonnante, et il n'est pas à bord d'un avion de chasse, il est avec son épouse, il est à la fenêtre de sa maison, et il décrit une soucoupe volante qui se trouve à 200-250 mètres de chez lui. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette soucoupe? Alors justement, ils savent pas. Ils s'interrogent, et quand il décrit que cet objet n'est pas un hélicoptère, n'est pas un avion de chasse, n'est pas un drone, n'est pas un cerf-volant comme prétend une association scientifique, eh bien, il sait de quoi il parle. Il vous apprend que pour lui, c'est le mystère numéro 1 sur le plan aéronautique qu'il a côtoyé quelques instants avec son épouse. Il a vu l'objet en stationnaire. Cet objet semblait frétiller un petit peu comme un hélicoptère qui va partir et qui est en stationnaire. Et ça dure à peu près 1 minute, 2 minutes maximum, et l'objet disparaît. C'est l'énigme numéro. Donc, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est qu'ils sont venus lui faire coucou, parce que ils sont juste là au moment où il y a la soucoupe, et puis dès qu'ils sont repérés, ils frétillent et ils s'envolent. C'est drôle quand même. Voilà, c'est une très bonne question. C'est ce que disent les gens qui qui sont les scientifiques, qui repoussent le phénomène ovni en disant c'est trop facile. Ça dure 1 minute, il n'y a pas de traces, il y a même pas de photos les 3/4 du temps, sinon la totalité du temps. Et ces objets ne semblent se donner en vue que auprès de quelques-uns comme ça, et ils disparaissent. Comment voulez-vous que la science s'intéresse à un phénomène aussi aléatoire, aussi peu suspendu dans la crédibilité, aussi peu entouré de preuves et de traces, et qui n'est pas reproductible. Et qui n'est pas reproductible. Parce que c'est ça, absolument. La science, il faut toujours que ça se reproduise. On va voir un peu comment ça se passe en deuxième partie d'émission avec Robert Roussel. Alors, je crois que vous avez reconnu la musique, on va pas la laisser longtemps parce qu'on a vraiment beaucoup de choses à se dire. Non, c'est Au-delà du miroir avec Robert Roussel, avec les ovnis, les oubliés de la science. Comment expliquer justement que malgré le fait qu'on ait tous des téléphones portables et tout, que tout le monde soit équipé, on n'ait aucune photo, on n'ait aucune vidéo qui soit vraiment validée, que finalement on n'ait que des témoignages, comme vous le dites, Robert Roussel. Parce qu'il y a rien, on n'a rien de concret. Est-ce qu'on a quelque chose de concret sur la planète? Alors, si, quand même, il faut pas être aussi négatif, parce que il y a quelques clichés qui ont été analysés, mais on ne sait pas de quoi il s'agit, qui sont authentifiés. C'est pas comme l'affaire du Petit Rechin, mais qui sont absolument déclarés comme ce qu'il y a de plus sérieux en ce moment. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des traces sur le sol. Les gens du CNES ont établi des rapports sur 2 ou 3 cas où il y a déclaration du témoin qui correspond et qui est tout à fait cohérente. Il y a des traces au sol d'un engin qui s'est posé ou qui a frappé le sol. Donc, si vous voulez, il y a quand même quelques éléments. Mais ce sont effectivement des éléments tellement fragiles, puis tellement peu exploitable, que certains disent et les ovnis, mais pour faire quoi? Pas grand chose. Il y a un événement intraduisible qui dure quelques secondes, et puis c'est tout, et on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas déclencher des demandes de budget sur un événement aussi aléatoire, aussi difficile à cerner, et c'est ce qui explique que la science, elle se dit pas concernée par un cas justement où il est difficile d'amener dans un laboratoire l'objet du délit qui permettrait une étude approfondie et d'en savoir un peu plus. Oui, puis ça remettrait la science un peu à sa place finalement. S'il y a des gens qui peuvent venir d'ailleurs, c'est qu'ils sont un peu plus scientifiques que nous, ils sont un peu plus en hauteur. On a vu le cas des époux Fartek. Il y a aussi cette histoire de ces astronautes avec
cet astronaute, c'est Neil Armstrong, qui nous parle de ce qu'il a vu là en arrivant sur la Lune. Alors, est-ce que vous y croyez il y a deux théories. Il y a quand Armstrong est mort il y a pas très longtemps, on a encore ressorti ses affaires. On dit que Armstrong, il y a des auteurs un peu parallèles qui racontent qu'Armstrong, au moment où il pose l'engin, Apollo 11, le LEM, il décrirait des structures déjà posées, des structures fantastiques qu'il observerait au fond d'un ravin. Armstrong, je peux vous dire une chose, ça a été quelqu'un de très discret. Quand j'étais à Pégase, on a essayé, Pégase était l'émission aéronautique de la 3, et pour le 20e anniversaire ou le 30e anniversaire de l'alunissage d'Apollo 11, nous l'avions contacté. Il était très 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 discret. À ma connaissance, il a collaboré à un ouvrage qui faisait à peine 120 pages, un tout petit ouvrage, et il était d'une discrétion absolue. Donc, si vous voulez, ces histoires de prétendument observation d'objets déjà posés sur le sol lunaire, moi j'avoue que j'y crois pas trop. Ensuite, je suis très ami avec la préface de mon livre, c'est Patrick Baudry. Je côtoie, j'ai volé la plupart du temps avec les premiers spationautes français, et bien entendu mon obsession était de savoir s'ils étaient au courant des différentes versions données d'astronautes qui auraient aperçu à travers leur cabine des objets étranges, etc. Ils m'ont raconté ne jamais avoir entendu de conversation auprès d'astronautes américains avec qui ils ont vécu, puisqu'ils ont été formés avec eux, et même les soviétiques, puisque les équipages français étaient avec la double culture. Jean-Loup Chrétien et Patrick Baudry ont été formés en Union soviétique. Ils n'ont pas, à leur connaissance, entendu véritablement de choses pareilles. Donc, si vous voulez, il y a une légende autour des spationautes, des astronautes, des cosmonautes, des taïgonautes, qui n'est pas très très solide, et c'est tout ce que je peux dire. Si vous voulez, il y a peut-être un dossier secret, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas révélées, mais c'est pas dans la culture des astronautes entre eux. Alors, et ce fameux Edgar Mitchell qui devient l'astronaute par qui le scandale arrive pour la plus grande joie des ufonautes en juillet 2008, lors d'une émission de radio de Birmingham. Alors, âgé de 77 ans, ce fameux Edgar Mitchell déclare que les services de renseignement US font de la rétention d'informations sur le phénomène OVNI. Alors... Bon, mais ça me permet de poser une autre question, parce qu'il semblerait que le phénomène OVNI n'ait lieu que aux États-Unis, enfin en Amérique. Il y en a aussi au Brésil, on le sait. Mais qu'est-ce qu'il en est de la Russie, de la Chine, de tous les autres pays dont on parle rarement? Alors, la Chine, en ce moment, serait l'objet de visites. Il y aurait beaucoup d'informations autour d'associations ufologistes chinoises qui rapporteraient des récits un petit peu comme nous on l'a vécu, si vous voulez, dans les années 50. Est-ce que ça tient la route? Est-ce que ce sont des choses crédibles? Alors, je me suis concentré sur le dossier français. Je n'ai pas, si vous voulez, de compétences à pouvoir donner d'éclaircissements, mais les différentes associations ufologiques qui travaillent sur Internet donnent des informations autour de ces pays. Il y a, la France est en relation étroite avec le Chili, qui a constitué une commission d'enquête un peu à l'image de la France, avec des militaires qui rassemblent des témoignages, et il y a des échanges. En France, il y a si vous voulez, le CNES ne fait pas d'études scientifiques autour des ovnis, mais il y a une association privée d'aéronautique et d'astronautique composée de gens éminents, de physiciens, d'astrophysiciens, qui s'appelle la 3AF. La 3AF a créé la commission Sigma, et qui, elle, alors investit beaucoup de réflexions, d'études autour du phénomène OVNI. Et c'est peut-être la seule partie française où on essaie d'avancer à ce niveau-là. C'est la commission Sigma. Et la commission Sigma a pondu un premier rapport il y a 2 ans. Ça s'appelle un rapport d'avancement. Et ce rapport d'avancement déclare
les 3/4, sinon la totalité des choses peuvent s'expliquer, mais il y a un résidu qui est absolument incompréhensible et qui peut-être est en rapport, pourquoi pas, avec une civilisation capable de venir nous rendre visite. Ça, c'est la 3F qui le déclare, et c'est le point le plus avancé d'une étude sérieuse autour du phénomène. Qu'est-ce que c'est que les PAN, PANS? Alors le PAN, c'est un petit peu le terme, le sigle de 3 lettres qui veut remplacer OVNI. OVNI est trop connoté extraterrestre. Donc les gens du GEPAN, le GEPAN, a retiré les 3 lettres du GEPAN pour phénomène aérien non identifié. C'est ça, ce sont les OVNI, le sigle OVNI, mais si vous voulez, raccourci par les scientifiques, pour crédibiliser l'aspect scientifique de la recherche autour du phénomène OVNI. Alors, des sujets qui fâchent les scientifiques, les phénomènes atmosphériques rares, dont la foudre en boule. Oui. C'est quoi la foudre en boule? C'est au lieu de descendre du ciel, c'est une boule de foudre qui se fait un peu n'importe où, qui se crée. C'est une boule ionisée une sorte de plasma qui, à un moment donné sur le plan météorologique et de température, provoque une concentration d'énergie qui se déplace dans l'air et avec des effets très spectaculaires. Et il y a, si vous voulez, on étudie la foudre en boule, mais avec des effets, avec des manques terribles, et même maintenant, on reconnaît que la foudre en boule, on est incapable de définir exactement de quoi il s'agit. Mais il y a des études de plus en plus, il y a des projets, il y a des commissions qui étudient la foudre en boule pour justement s'approcher le mieux possible de cette énergie qui est fantastique et qui provoque des déplacements dans l'air avec des destructions, avec des impacts au sol, et qui souvent est confondu avec le phénomène OVNI, si vous voulez. Alors donc c'est pour ça que la foudre en boule, il faut bien la connaître pour pouvoir la différencier des effets du phénomène OVNI. Alors un autre sujet qui fâche, les MHD, sustentation et propulsion dans l'atmosphère. La magnéto-hydrodynamique. Voilà, c'est le terme MHD. Il y a eu un spécialiste, Jean-Pierre Petit, qui est un physicien, qui s'est lancé dans cette étude et qui a proposé des théories autour justement du déplacement des ovnis utilisant la MHD. Et la MHD est un procédé d'utilisation d'énergie qui est utilisé par les Japonais pour des trains qui se déplaceraient sans toucher les rails et qui serait justement la production qui serait utilisée par le principe de la MHD. Et on pense, certains imaginent que le phénomène OVNI entrant dans l'atmosphère terrestre se mettrait dans les conditions de la MHD, la magnéto-hydrodynamique, qui serait une énergie qui ne polluerait pas, mais d'une capacité de puissance extraordinaire. Il n'y aura pas de déraillement possible. Les perturbations des circuits électriques, comme les moteurs et les accumulateurs, ça c'est le fait qu'il y a des gens qui se retrouvent avec des voitures qui sont arrêtées, c'est ça, qui peuvent pas redémarrer. C'est ça. Vous avez très bien lu mon livre parce que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'a épluché à ce point. Bah non, mais c'est un morceau d'épluchure, mais, mais je pense que ça intéresse les auditeurs. Alors ça a été souvent le cas de personnes qui soudain voient leur voiture ou même leur mobilette ou leur moto s'arrêter. Ils comprennent pas, ils regardent et soudain, à quelques distances d'eux ou au-dessus d'eux, ils découvrent un ovni. Ils découvrent une structure qui plane, qui est au-dessus d'eux. Et l'objet repart et quelques minutes plus tard, la voiture ou la mobilette ou la moto va redémarrer. Donc, si vous voulez, on a établi une relation de cause à effet entre cette présence insolite d'un objet et ces pannes qui apparaissent d'une manière incompréhensible. Et ça, c'est des sujets qui fâchent. Encore un autre sujet qui fâche. Mais si vous voulez, ça sera peut-être... Ça fâche les scientifiques. Voilà, ouais. Ça sera la capacité à dire il se passe quelque chose sur le plan physique et donc c'est peut-être déjà une preuve que quelque chose existe. Alors, la corrélation entre occurrence de pan qu'on a entendu tout à l'heure et de nébulosité satellite, ça demande à être expliqué, la corrélation entre
entre occurrence de PAN, c'est-à-dire de ces phénomènes non identifiés, et nébulosité satellite. Alors ça, le nébulosité satellite, c'est moi qui ai écrit ça. Je suis surpris parce que ça veut pas dire grand-chose. Nébulosité, entre parenthèses, satellite au pluriel. Ah oui, nébulosité. La nébulosité, si vous voulez, elle sert aussi à expliquer qu'il y a un phénomène ovni apparaît et que derrière, il se produit des effets visuels qui nous empêchent de voir la structure elle-même. Donc c'est nébuleux tout ça. C'est nébuleux. Et je suis désolé, mais il faudrait peut-être relire. Les effets des micro-ondes sur la physiologie végétale, c'est-à-dire que quand il y a un problème au niveau du sol, c'est ça change la structure du sol. Tout à fait. C'est ce qui s'est passé avec la célèbre observation de la Marante et même à Trans-en-Provence, où la présence supposée de l'objet a provoqué des traumatismes sur les végétaux qui ont pu être interprétés et analysés. Surtout à Trans-en-Provence, à l'Amarante, qui est une affaire extraordinaire dont je parle, on n'a pas pu mettre en conservation suffisamment bien. Les gendarmes, on les ont mis simplement dans un petit congélateur de rien du tout, alors qu'il aurait fallu les cryoniser pour les rendre définitifs, pour ne pas, si vous voulez, que les traumatismes disparaissent ou soient perturbés par le temps. Voilà. Et voilà. Alors l'amarante, c'est pas quelqu'un qui rigole tout le temps, quoique c'est une plante. C'est une plante qui résiste. On l'appelle l'amarante. C'est pas un lieu, donc c'est une plante qui devait être présente sur les lieux. Et qu'est-ce qui lui est arrivé à cette amarante? Eh bien, c'est l'histoire la plus extraordinaire, moi, que je considère étudiée par les gens du CNES, recensée par les gens du CNES. C'est un biologiste qui, dans son petit jardin, dans une banlieue de l'Est de la France, près de Nancy, soudain voit un objet qui descend du ciel et qui va pratiquement se mettre en stationnaire pendant 20 minutes dans son jardin, mais un jardin qui fait 20 mètres carrés, qui est pas plus grand que cette pièce. C'est un jardin extraordinaire, comme dirait. Voilà, c'est un jardin extraordinaire. Et cet objet ressemble juste aussi à une sorte d'objet ovoïde, avec la partie supérieure qui contiendrait une sorte de liquide verdâtre qui ressemblerait à du gel et qui va stationner pendant 20 minutes. Et à l'issue, l'objet repart à la verticale et les gendarmes qui interviennent une demi-heure plus tard vont constater les perturbations sur les végétaux. Ils vont recueillir les plants, mais ils vont mal les conserver, ce qui fait que le CNES, les gens du GEPAN, ne pourront pas émettre vraiment des analyses poussées sur cette affaire. Mais c'est le cas le plus extraordinaire. C'est un biologiste, c'est un savant. Et 8 jours plus tard, les scientifiques du CNES viennent le voir et j'ai eu la chance extraordinaire de pouvoir restituer l'intégralité du dialogue qui s'établit entre les scientifiques et ce scientifique qui raconte ce qui lui est arrivé. C'est la lecture, moi à chaque fois j'en suis perturbé indirectement. Cet homme voit quelque chose qui vient d'ailleurs. Et on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas une histoire aussi avec un champ de lavande? Il n'y avait pas quelque chose avec de la lavande aussi, comme s'ils avaient envie de... La lavande, c'est une jolie plante et la marante, elle est très drôle. C'est peut-être pour ça. C'est marrant parce que j'ai pas beaucoup parlé de la lavande. Ouais. C'est Valençol. Alors Valençol. Voilà. C'est Francine Fouéret qui me le raconte au début. Et c'est l'histoire de Valençol, de ce monsieur qui à 5 heures du matin se rend dans son champ de lavande pour aller travailler. Et ça s'est produit le 1er juillet 1965. Donc il se lève très tôt, il vient à 5 heures pour travailler, pour pas être écrasé par la chaleur, et il a l'impression qu'il y a une petite voiture qui s'est installée dans son champ de lavande. En s'approchant, il s'aperçoit et il constate 2 petits êtres accroupis. Des lutins, des elfes. Comme des sortes de Oui, voilà. Mais vous savez que dans la tradition un petit peu ufologique, les elfes, les lutins, seraient déjà le prémisse de nos extraterrestres décrits de manière moderne. Donc, si vous voulez, ces 2 petits êtres sont accroupis et en s'approchant, les 2 êtres l'aperçoivent, le découvrent et l'un d'eux va braquer sur lui une sorte d'objet et il va se retrouver paralysé.
Et il voit ces deux petits êtres qu'il décrit comme des enfants de 10-12 ans, avec une tête assez volumineuse, avec des yeux globuleux, une bouche qui était une sorte de fente, il n'y avait pratiquement pas de lèvres. Et ces deux êtres, il dit, ils me semblaient bons, ils me faisaient pas peur, mais ils m'ont paralysé. Ils sont montés dans leur engin qui était posé sur un trépied. L'engin avait un pivot central qui s'était enfoncé dans le sol. Ils sont montés, l'engin a décollé, le trépied a tourné et ils sont partis. Il est resté paralysé pendant une dizaine de minutes. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il raconte avoir repris son travail. Il était 6 heures, ou je sais plus quoi, enfin, et il a continué à travailler jusqu'à 7 heures. Il est rentré chez lui, et pendant 3 jours, il a pratiquement dormi sans arrêt. Bah, il y a de quoi, hein, franchement, il y a de quoi. On fait la dernière pause musicale. On se retrouve tout de suite après. Je pense que vous allez avoir du mal à sortir dans votre jardin ce soir sans vous chercher des lutins sous les choux ou ailleurs, comme la soupe aux choux. Nous sommes toujours dans l'émission Au-delà du miroir avec Robert Roussel sur l'antenne d'IDFM et nous parlons d'OVNI, les oubliés de la science. Mais le général de Gaulle, lui, à cette époque, il prenait ça assez au sérieux quand même. C'est-à-dire, il y a une citation effectivement de Jacques Patenay, qui était un des membres du GEPAN que j'ai interviewé. J'ai réussi à interviewer l'ensemble des membres du GEPAN, et Jacques Patenay raconte effectivement que le général de Gaulle, il y a eu une observation très importante faite à Madagascar. Quand il a entendu parler de cette observation très impressionnante vue par des tas de gens, il a dit: mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à ce moment-là... Mais c'est ce qu'on dirait nous, hein, si on voyait un truc bizarre. Hein. Ben oui. C'est la phrase de tout le monde, finalement. C'est sûr, mais si vous voulez, lui, avec ses pieds sur terre, avec son rationalisme bien planté, ça l'avait intrigué que ces populations racontent une bizarrerie comme celle-là. Et il a commencé à cogiter, paraît-il, un de ses conseillers avait commencé à imaginer la création d'une cellule un petit peu comme elle allait exister 20 ans plus tard. C'est à ce niveau-là, et c'est ce qui est cité dans mon livre, Général de Gaulle à la pointe de la recherche sur les ovnis. Non, parce qu'on n'en était pas là, mais il était intrigué effectivement par le phénomène. Alors votre livre donne donc la création du GEPAN, parce que ça, au début c'est le GEPAN, et puis après le GEPAN, tout ça c'est bien dit. Oui. Et puis alors il y a ceux qui y croient, Pierre, ceux qui n'y croient pas du tout. Parlez-nous de la zététique. Ah, la zététique. Alors, la zététique, une association scientifique de gens très pointus, des physiciens, des astrophysiciens, des rationalistes tout crins, qui se sont donnés pour spécialité, si vous voulez, de ramener un peu sur Terre, mais pas seulement les ufologues, mais aussi les parapsychologues, les gens qui croient à la vie éternelle, les gens qui croient au miracle. Si vous voulez, les zététiciens partent pour principe que tout s'explique, et que les mystères que l'on prétend exister sont dans la tête des gens, et que bien entendu, alors les ovnis constituent certainement la chose la moins défendable sur le plan scientifique. Donc, si vous voulez, les zététiciens interviennent à chaque fois qu'il y a des cas absolument très importants. Par exemple, dans l'affaire du capitaine Fartek, que je cite et qui voit de sa fenêtre l'objet, mais qui est un formateur de première, eh bien, ils ont conclu que le couple Fartek avait vu une petite baudruche gonflée à l'hélium, que les voisins s'amusaient à tirer avec une ficelle. Ah, il y a un truc extraordinaire dans votre livre, c'est que à un moment, il y a tous les passagers d'un avion qui voient un éléphant voler. Hein, racontez-la, parce qu'elle est trop drôle, cette histoire. Oui, tout à fait. Et un éléphant rose qui vole. Et les gens décrivent cette affaire.
Et effectivement, un éléphant rose était dans le ciel. Pourquoi? C'était tout simplement un éléphant, une baudruche qui avait été gonflée et qui s'était échappé et qui était arrivé à hauteur d'un avion. Et les passagers avaient vu un éléphant rose voler. Ouais, c'est drôle quand même. Hein. Alors il y avait quand même, il y avait la petite Christelle, cette fillette de 13 ans, terrorisée par l'atterrissage d'une soucoupe volante. Ça, c'était en 27/11/79. 79, absolument. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette gamine? C'est alors une histoire que je considère comme une des plus extraordinaires étudiées. Si vous voulez, les plus belles études ont été faites entre 77 et 85 avec le GEPAN. Il n'y a plus d'observations de la qualité qui ont été faites dans cette période. L'affaire de la petite Christelle, c'est une histoire dingue. C'est une gamine qui garde son petit frère, qui a mis des disques et qui à un moment voit passer par la fenêtre une sorte d'objet. Elle se demande ce que c'est. Elle prend son petit frère dans les bras et elle sort dans la cour pour regarder un peu plus loin. Et là, elle voit un objet qui s'est posé à, disons, une centaine de mètres de son habitation. Et elle voit un petit être qui se trouve à côté. Elle panique d'une manière dingue. Elle prend son petit frère, elle se précipite dans une maison la plus proche dont elle ne connaît personne et elle raconte, elle est complètement paniquée. La dame qui habite cette maison, elle-même panique. Ils appellent les gendarmes interviennent et la gamine Christelle leur montre l'endroit où elle pense avoir vu l'objet se poser et à cet endroit, les gendarmes trouvent dans les herbes une forme que visiblement un objet s'est posé à cet endroit. Si vous voulez, il y a une grande crédibilité par rapport à l'indication et au descriptif, mais comme me l'expliquait le responsable du GEPAN que j'ai vu et qui était un physicien, qui est un homme, un scientifique de grande qualité. Il avait un descriptif très pauvre de la gamine, mais heureusement, elle avait la capacité de montrer les angles d'observation qui tous coïncidaient. Donc, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on sait qu'il s'est passé quelque chose, et la trace qui a été recensée par les gendarmes montre bien qu'un événement absolument anormal s'est produit. Alors, je vais le faire à l'envers. Enfin, je vais essayer de me souvenir parce que je sais plus exactement à quel moment c'est dans votre livre, mais ceux qui prennent les témoins et qui les interrogent ont mis au point une forme de demander qu'ils racontent l'événement à l'envers. Hein, et c'est intéressant de se poser la question pourquoi on leur demande de relater l'histoire à l'envers. Alors, c'est une façon qui a été découverte par les juges d'instruction dans les récits faits d'un événement, un accident, par exemple, de voiture, et faits aussi par les assurances, qui permet, si vous voulez, de voir si il est cohérent. Si l'histoire est la même. Si l'histoire est la même, voilà. Et si elle correspond aux faits qui ont été découverts. Et cette cohérence, en le revenant en arrière, traduit s'il peut s'agir d'un récit imaginaire ou s'il s'agit d'un récit apparemment réel. C'est cette chose qu'ont découvert à la fois les gendarmes, les enquêteurs des compagnies d'assurance et les scientifiques. Et ils ont adapté cette chose-là au témoignage sur les phénomènes ovnis pour un petit peu conforter ou détruire ou mettre le doigt sur les incohérences d'un récit. Alors, il y a eu aussi ce cas dans l'Yonne, hein, dans un petit village à Sauvigny-le-Bois. Monsieur Monin et sa petite fille ont déclaré avoir vu un ovni dans leur jardin. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on voit un ovni dans son jardin? On va prévenir la gendarmerie ou la police. On va peut-être pas être vraiment très très bien accueillis. Surtout, je parle pour la police, la gendarmerie peut-être un peu plus. On fait une déclaration et cette déclaration, on la signe et après, elle part où cette déclaration? Alors, vous savez, tout à l'heure, vous avez diffusé la soupe aux choux, la musique. Oui. Et dans le film de la soupe aux choux, on voit une brave dame qui raconte aux gendarmes avoir observé une soucoupe volante. Oui. Et si vous vous souvenez de la séquence, elle est extraordinaire. Cette bonne femme n'est pas crédible pour dessous. Le gendarme
sourit. Et il nous fait comprendre par là que cette pauvre dame, elle a perdu la tête. Elle a perdu la tête. Eh bien, c'est un peu, si vous voulez, ce que risque de... Donc on ne va pas à la gendarmerie, on met ça sur Internet? Non. On va à la gendarmerie. Et c'est d'ailleurs une des premières choses qui rend crédible votre témoignage, c'est que vous prenez la force de prendre la décision d'aller voir les gendarmes. Et ils officialisent cette chose. Les gendarmes sont forcés. Je dis forcés, ils ne sont pas forcés, mais ils ont le devoir de prendre parfaitement ce que vous décrivez. Et en plus, ça peut très bien ne pas être une histoire d'OVNI. Ça peut être, il y a pas longtemps, on a des avions soviétiques ont survolé la Bretagne à très basse altitude. Et si vous voulez, les témoins de ces passages d'avions ont été certainement sollicités par les gendarmes, ou les gendarmes ont lancé un appel, parce que c'est très intéressant pour de savoir de quoi, par qui nous sommes survolés. Surtout maintenant avec les drones. Vous avez une capacité de visite et d'apparition d'objets vraiment les plus bizarres qui soient. On l'a vu avec les centrales nucléaires où il y a des prétendus drones, où certains disent que ce sont peut-être des groupes, des associations qui essaient d'imposer leurs idées contre le nucléaire, mais il y en a qui en concluent qu'il s'agit d'OVNI, qu'il s'agit peut-être d'une civilisation avec qui nous protège si. Voilà. Enfin, tout ça, c'est pas le cas. Dans votre livre, vous abordez tous les sujets, de tous les côtés, c'est-à-dire ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, des dialogues avec des personnages importants que vous avez rencontrés. Alors, comment expliquez-vous dans le chapitre 24 avec Alain Siriou, il est quand même question de ces 500 000 amateurs inscrits à l'association d'astronomie, donc qui regardent le ciel, plus ou moins avec des jumelles ou des télescopes, etc. Et ils voient rien. Alors comment ça se fait que on voit rien alors que Internet pullule d'un tas de vidéos truquées où c'est des moustiques qu'on prend pour des ovnis. D'un côté, c'est pour ça que je vous disais, on n'a rien de concret, on n'a pas encore filmé une soucoupe volante qui s'envole et qui atterrit. Quand vous dites comment se fait-il que les astronomes, Alain Siriou en parle, ne voient rien. Les astronomes, ils ont des appareils qui sont branchés sur des millions d'années-lumière. Quand vous prenez... les jumelles, non. Attendez, si. Les jumelles. Quand vous prenez vos jumelles et que vous regardez au lointain, vous ne voyez pas passer les oiseaux ou les insectes, etc. Donc, si vous voulez, c'est pour vous expliquer qu'un astronome branché sur des millions d'années-lumière, où on croit qu'il va être en relation avec l'espace et peut-être une civilisation, il regarde loin, mais il regarde pas près. Mais il peut pas capter ce qui se passe au niveau très près de la planète Terre. Il voit pas les avions, il voit pas les événements qui sont dans la distance focale où c'est brouillé. Il va les voir, mais ça va être du flou. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour vous expliquer qu'ils sont pas aptes techniquement à voir visuellement avec leurs engins des soucoupes volantes ou des ovnis. Alors après avoir sillonné durant plus de 5 années la France, Robert Roussel a rassemblé entretiens et commentaires de personnalités marquantes telles que des chefs du GEPAN, des astronautes, des témoins, des enquêteurs, des chercheurs indépendants, des scientifiques. Il est temps de tirer les enseignements de cette enquête. Je suis à la conclusion de votre livre. C'est quoi la conclusion ? La conclusion, c'est on n'en sait pas plus. Eh ben, écoutez, je vais vous décevoir, mais c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Que tout reste en suspens, que tout reste en devenir, qu'il reste une formidable énigme. Moi, le contact que j'ai avec cette affaire depuis des décennies, depuis maintenant presque 50 ans, c'est une chose sur laquelle il est impossible de statuer. Il est impossible je parle des choses qui sont indéfinissables. Je parle pas des objets qu'on peut analyser comme météores, comme nuages bizarres, etc. Je vous parle des cas qui sont non identifiables, c'est-à-dire qui relèvent peut-être d'une civilisation extérieure, peut-être d'une relation avec
une entité qui vient nous rendre visite. Et il y a des théories, il y a plein de choses autour. La théorie du zoo, par exemple, expliquerait facilement que on peut très bien venir nous rendre visite, voir un petit peu ce qui se passe, sans pour autant bouleverser nos capacités, nos vies, et c'est ce que font les gens quand ils vont dans un zoo. Les animaux nous regardent, nous les regardons et nous n'interférons pas. On serait derrière des glaces sans teint, hein, c'est-à-dire voilà. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est le fait de se demander, puisque vous en parlez quand même un peu dans votre livre, si toutes les nouvelles technologies viennent de ces extraterrestres qui auraient été donnés, y compris la bombe atomique. Hein. Il y en a certains qui pensent que si on est arrivé à un nouveau technologique aussi avancé, c'est grâce à eux. C'est pas ma théorie. Hein, non, vraiment. C'est pas la vôtre. C'est toutes les théories qui sont données. Autour des théories du complot. Certains vont même jusqu'à dire qu'Albert Einstein, von Braun ont été présents au moment de la récupération d'un vaisseau extraterrestre, un petit peu à Roswell, et ces savants, en utilisant les technologies qu'ils ont découvertes à travers ces vaisseaux éclatés, eh bien ils auraient pu construire la bombe atomique, ils auraient pu faire avoir des technologies qui permettent une avance extraordinaire. Moi, je n'y crois pas du tout. Ça correspond pas à la réalité des faits. Je suis partie. On n'a pas besoin, si vous voulez, des extraterrestres pour notre progrès, et notre progrès depuis l'aube des temps a une cohérence qui se tient, et il n'y a jamais eu, si vous voulez, de bons extraordinaires et incompréhensibles à travers notre démarche scientifique. Alors, il y a eu un phénomène ovni dans les années 50, on peut dire, dont tous les médias parlaient, ça faisait la une des journaux et tout. Il y a eu après, je veux dire, une espèce d'apogée de ce phénomène. Maintenant, on n'en parle plus. Ou si on en parle, c'est pour un peu faire des sous-beaux choux, c'est-à-dire en rigoler. Et puis, il y a quand même un regain, j'ai l'impression, là, la jeune génération s'y intéresse. J'ai l'impression les jeunes s'y intéressent plus qu'avant, qu'il y a 10 ans, par exemple. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas l'impression que ça se rajeunit, le milieu ufologique? Merci pour moi. Non, ce que vous avez raison, c'est une très bonne question, parce que les jeunes commencent à prendre conscience que l'astronomie leur ouvre un univers extraordinaire. Ça fait rêver. Il y a maintenant l'exobiologie, les exoplanètes qui ont été dénombrées comme on pense à des milliards et des milliards d'unités. Il y a même une revue scientifique qui dit qu'il existerait autant d'exoplanètes que de grains de sable de tous les déserts de la planète. Ça veut dire que les capacités de la vie à travers l'univers ont une probabilité extraordinaire d'apporter des civilisations ou de créer des êtres vivants. Donc tous les jours on parle de ça, tous les jours on nous apprend que l'astronomie, l'astrophysique débouche sur des théories vertigineuses d'univers parallèles. On parle de multivers, on parle de bulles, d'autres bulles d'univers que la nôtre, si vous voulez. Et là, en plus, le cinéma, la culture forge. Et la politique qui nous dit qu'on va aller chercher des minéraux sur d'autres planètes. On n'a pas fait de mal assez à la Terre sans aller envahir les autres planètes pour aller chercher des minéraux. Hein. C'est en plein. Oui, il y a aussi ça, mais il n'y a pas que ça, si vous voulez, dans la mesure où aller sur une autre planète, ça développe des technologies qui nous permettent de faire avancer le progrès et la connaissance. Donc, et ensuite, cette planète qui a 7 milliards d'individus, elle va encore se surpeupler, et peut-être que la solution du surpeuplement de la planète, c'est partir sur d'autres terres, sur d'autres planètes. Ben voyons. Voilà. Alors, il y a une conclusion de votre livre, René Fouéré, créateur du GEPA, qui devait inspirer la création de la cellule du CNES, a été le premier à la suggérer en 68, cette phrase: il nous faut accepter de penser que peut-être nous ne parviendrons jamais à atteindre le cœur et la raison ultime qui anime cette énigme de l'ufologie. On ne le saura peut-être jamais. Et peut-être que c'est une bonne chose de pas le savoir. Merci, j'adore que vous citiez cette chose, parce que c'est une phrase qui me tient très à cœur. Je connais bien les Fouéré, je connais bien Francine, qui a fait un travail extraordinaire, et c'est vrai que René a eu cette définition, moi, qui me plaît beaucoup, de penser que peut-être
on n'aura jamais la solution. Et pourquoi pas? Et c'est ce qui fait que ça restera un point d'interrogation extraordinaire. C'est surtout qu'on n'arrivera jamais à atteindre le cœur et la raison ultime qui anime cette énigme. La raison aussi, la raison. Imaginez que... La raison de ces extraterrestres qui viendraient nous voir. Ben oui, hein, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ben oui, mais s'ils ont 10 000 ans d'avance sur nous, c'est eux qui nous regardent, comme nous on regarde les animaux. Donc, comment voulez-vous entrer en relation avec une intelligence, une civilisation? Vous les comparez à des hommes par rapport aux singes, enfin, tout du moins. C'est nous qui sommes les singes, et ce sont eux qui sont les hommes. C'est peut-être pas très beau comme définition, mais en réalité, s'ils sont ce qu'ils sont, ils doivent avoir un respect de ce que nous sommes, comme nous le sommes par rapport au monde animal. Car chacun a le droit et doit vivre sa vie et son existence propre. Les animaux sont capables de choses extraordinaires dont nous n'avons même pas encore conscience. Et donc, les extraterrestres doivent se dire, les humains de cette planète bleue sont capables certainement de choses fantastiques que nous devons respecter. Et c'est ça la noble tâche qui nous attend, c'est de, nous aussi, un jour quand on partira et qu'on rencontrera d'autres disons, humains sur d'autres planètes, ça sera à notre tour de les observer avec respect et distance. OVNI, les oubliés de la science de Robert Roussel est publié chez l'Harmattan. Pas chez l'Amarante, non, chez l'Harmattan. J'adore cette plante, l'Amarante. Parce qu'en plus, c'est une plante qui pousse, qui se moque des EGM et tout, c'est-à-dire une plante mutante. C'est pour ça qu'elle est extraordinaire. Mais c'est peut-être les extraterrestres qui sont venus lui mettre un gène. Ce sera peut-être une prochaine émission. Je vous remercie. Tout à fait. Merci beaucoup. Robert Roussel. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre lecture assidue de mon travail. Ouais, bah, c'est la moindre des choses quand même. Merci beaucoup. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils.